Anthony Muroni est un jeune homme plein de vie et plein aussi de projets d'avenir. À 33 ans, fils unique, originaire de la petite ville de Krenswald, à peine à 10 km de là, encore célibataire bien que fréquentant assidûment Sorina, une jolie styliste italienne de Milan. Habitant encore chez ses parents, Marie-Chantal et Fabien, dans une petite ville de l'ancien bassin minier mosellan, à moins de 10 km de la frontière allemande. On peut dire qu'il a déjà bien réussi dans le milieu des vêtements branchés et de la mode. En suivant l'exemple de ses parents, un modèle pour lui, il travaille dur après ses études, voyage beaucoup, toujours pour le travail, sort régulièrement avec ses amis, fait des projets pour demain et aussi pour après-demain. Là aussi, on pourrait préciser qu'il est allé, tout jeune encore, à la bonne école. Il est connu pour être organisé, méthodique, persévérant. Régulièrement, depuis Milan, il rentrait en Moselle pour voir ses parents et aussi pour gérer les affaires du magasin de prêt-à-porter et de mode, le Pitti, qu'il venait d'ouvrir à Saarbrück, en Sarre voisine. Dans cette boutique, idéalement située dans la Frischergasse, au cœur de la vieille ville, piétonne et touristique à l'envi, à tout juste 2 pas des rives de la Sarre. Il proposait déjà des marques connues et célèbres comme Emporio Armani, Penterève, Jacob Cohen, Pinco, Faliero Sarti ou encore Orsiani. Et ça marchait plutôt bien. Marie-Chantal et Fabien, ses parents, habitent un coquet pavillon de près de 400 mètres carrés, dans une petite rue, la rue du Moulin, jouxtant en fait la zone artisanale de la commune de Betting, commune de moins de 900 habitants aujourd'hui, en contrebas de l'autoroute A4, qui est ici, pour toute la région, un véritable cordon ombilical. À quelques mètres coule une rivière sans prétention, la Roselle, qui de tout temps a fait office de frontière et partage le terroir en deux. Ici c'est la France, là-bas, de l'autre côté, on est déjà en Sarre et donc en Allemagne. Souvenons-nous aussi que, crise mondiale du Covid-19 obligeant, les premières mesures de restriction de déplacement ne vont pas tarder à commencer à frapper tous les pays, dont la France et ses voisines, l'Italie et l'Allemagne. Mais ce qui va lui arriver le 7 mars 2020, au petit matin, alors que le jour n'est pas encore levé, va subitement déchirer cette harmonie et ses projets. Et l'incompréhension va napper de ses voiles le drame qui s'est joué en un instant. Anthony va être victime d'un étrange mais dramatique accident de la circulation. Très violent du moins, c'est comme cela que les faits vont être présentés. Où, au bout du compte, il va trouver la mort d'une façon très étrange. Anthony aurait été écrasé par une voiture en pleine nuit alors qu'il était allongé sur l'une des voies de l'autoroute A4 dans le sens Strasbourg-Paris, juste après le nœud autoroutier de Fréming-Merlebach dans le département de la Moselle. L'ironie du sort, et elle est terrible, c'est que les lieux sont situés à peine à quelques centaines de mètres du pavillon de ses parents, d'où, fenêtre ouverte, on entend distinctement le lancinant et permanent bruit des voitures et camions qui y circulent. Marie-Chantal et Fabien, ses parents, littéralement assommés et attristés, ne croient pas à ce qu'il leur est rapporté. Dès lors, ils vont contre-enquêter et tenter de percer le mystère autour de la mort de leur fils. Anthony aurait-il été victime d'autre chose que d'un banal accident de la circulation ? Dès lors, ils ne vont pas cesser de se poser 1000 questions pour tenter de comprendre l'enchaînement dramatique et fatal des faits. Connaissant très bien les lieux, ce nœud autoroutier un peu complexe où l'on voit le balai incessant des voitures et des camions se croiser et se jauger,
il nous est facile de nous faire une idée précise de l'aménagement des lieux, des particularités liées à ce drame. Quant à la procédure judiciaire ouverte par le parquet local, nous verrons que là aussi, en observateurs avisés, nous nous étonnerons pour le moins des suites réservées à ces faits dramatiques où un jeune homme a trouvé la mort. Voyons donc aujourd'hui, 4 ans après les faits, avec méthode et un peu de recul, chose nécessaire pour ne pas s'emporter et porter des jugements à l'emporte-pièce, souvent hâtifs et contre-productifs. Car à ce jour, dans ce dossier sensible où la famille et leur avocat dénoncent l'inaction et la défaillance de la justice, trop peu de vérités en fait sont sorties. Anthony Muroni a tout juste 33 ans. Il est né le 15 février 1987. Il vient de passer une semaine de travail éprouvante et longue, étant en déplacement, en particulier à Milan, en Italie, qui est devenu l'autre temple de la mode européenne. C'est ici, en effet, qu'il avait commencé, il y a quelques années maintenant, à se faire un nom comme styliste et fashion agent pour le groupe de vêtements Eleventy. Mais craignant la mise en place d'interdictions de circulation, qui d'ailleurs ne tarderont pas à être mises en place partout en Europe, il s'est donc hâté de rentrer pour éviter de rester bloqué à Milan. Alors, de retour chez lui, en ce vendredi soir, il entend bien se détendre un peu et profiter de la présence de quelques amis, dont Stéphane, son ami d'enfance, avec qui il entend aller fréquenter un bar de la vieille ville de Starbruck, manger un morceau dans un restaurant où ils semblent avoir leur habitude, et peut-être fréquenter une discothèque, histoire de se changer les idées et de penser à autre chose. C'est bien légitime d'ailleurs, tant que tout n'est pas encore fermé. Nous savons qu'après le dîner qu'il a partagé avec ses parents, Anthony est parti avec Stéphane, son meilleur ami, pour aller prendre un verre, souffler, discuter, s'amuser, passer du bon temps. Ils sont allés en Allemagne toute proche, là où ils ont leur habitude. Effectivement, les deux garçons prennent le temps, s'amusent, rigolent, se racontent leurs histoires de la semaine. Jusque-là, rien de très normal dans la vie de deux jeunes hommes joyeux et insouciants. Sauf que la petite histoire nous apprend aussi qu'Anthony aurait beaucoup bu, peut-être même un peu trop. En soi, là encore, il n'y a pas péril en la demeure. C'est Stéphane, son ami de toujours, qui le véhicule. On sait aussi qu'il a appelé plusieurs fois Sorina, sa fiancée italienne qui fêtait ce soir-là son anniversaire dans un restaurant de la ville, avec quelques amis. On peut mettre ces appels successifs sur le compte de sa jalousie naturelle et spontanée. Leurs relations sont quelquefois perturbées et complexes, mais leur liaison dure depuis des années. Il n'y a sans doute pas là de quoi chercher une faille. Il est environ 1h15 du matin quand Stéphane, l'ami d'Anthony, pénètre dans la cour du pavillon, arrête la voiture un instant et laisse descendre Anthony. Il opère un demi-tour et quitte lentement les lieux, la cour intérieure de la résidence parentale, pour repartir.
Les caméras de vidéosurveillance de la maison familiale, protégée et surveillée en permanence, indiquent cela sans ambiguïté et ce sera une aide très précieuse pour les enquêteurs de la gendarmerie. Mais Anthony ne rentre pas chez lui, comme on pourrait le penser. Là encore, les caméras le montrent, déambulant dans la cour, titubant, cherchant ses clés dans les poches de son manteau en cachemire, essayant en vain d'ouvrir sa propre voiture garée juste devant la porte, n'y arrivant pas et décidant finalement de ressortir à pied de la cour. Pendant tout ce temps, les images enregistrées nous montrent un Anthony toujours occupé au téléphone, la lumière clignotante de l'appareil, tenu à la main, étant bien visible. À un moment, sur le trottoir devant la maison, il sort du champ de surveillance des caméras de la maison. Sorina, la fiancée italienne, reçoit un dernier message d'Anthony. Il se localise à l'endroit d'un hôtel de tourisme et semble nerveux. Elle pense qu'il était en danger. Mais il n'y a pas d'autre message, pas d'autre appel. Il est à moins de 500 mètres de chez lui. On sait, après vérification, qu'il n'a pas pénétré dans la zone de cet hôtel avec son parking situé juste devant. Un habitant de la commune de Betting voit et reconnaît Anthony qui marche, seul et le téléphone toujours à l'oreille, vers le centre-ville. Il passe devant plusieurs magasins. Mais, avec le temps qui passe, les vidéos auront été soit perdues, soit effacées. Elles ne diront rien, sur le soir des faits en tout cas. Mais cette dernière impression ressentie par le témoin, si elle est crédible, reste forcément subjective. Même s'il le connaît, le témoin ne l'a aperçu qu'une fraction de seconde, alors qu'il fait nuit noire et que chacun ensuite a poursuivi sa route. Dans le calme de la nuit, le pupitre du permanencier du district autoroutier de l'autoroute A4 à Saint-Avold, en Moselle, crépite. Le personnel d'astreinte prend l'appel, qui provient en fait d'un téléphone portable et non d'une borne d'appel d'urgence. Ces appareils orange, disséminés tout le long du ruban autoroutier, tous les 2 kilomètres environ. C'est là l'une des premières anomalies notées dans ce dossier. En effet, le permanencier de la SANEF, la Société d'exploitation de l'autoroute du Nord et de l'Est de la France, qui gère ce tronçon de l'autoroute A4, entre Metz, Belle-Croix à l'est de la métropole, et ce, jusqu'au-delà du nœud autoroutier de Fréming, Merlebach, Varfaré, Berswiller, Phalsbourg et Strasbourg, soit une 60aine de kilomètres, prend note du message. C'est un automobiliste qui l'informe que, alors qu'il circulait dans le sens Strasbourg-Phalbourg-Saint-Avold, Metz-Paris, il a roulé sur quelque chose, sur la voie rapide, et aussitôt sorti de l'autoroute, à la première bretelle de sortie située opportunément non loin de là. S'est arrêté, a constaté les dégâts, assez légers somme toute, sur l'avant de sa voiture et a prévenu les gens d'astreinte de l'autoroute. Il ne peut dire avec précision sur quoi il a roulé tout à l'heure avec son SUV 4x4. Sa première pensée a été un animal ou un colis perdu. Il n'en sait pas plus. La nuit est noire, l'endroit est très peu éclairé et il dépassait un poids lourd. Le permanencier du district autoroutier a quand même réussi à délimiter une zone où l'incident aurait eu lieu, juste avant la jonction des différentes voies, dans le bas d'une descente, grâce au dire plutôt précis de l'appelant,
et prévient immédiatement le patrouilleur qui circule sur l'axe avec son véhicule d'intervention jaune et blanc, prêt à intervenir sur simple appel. Il n'est pas très loin et arrive rapidement sur les lieux indiqués, au droit de la sortie de la zone d'activité de Betting. On est à quelques dizaines de mètres seulement de l'entrée dans la commune de Betting, traversée de part en part par la route départementale 603, en fait l'ancienne route nationale 3, bien avant la création de l'autoroute. Prudent, il active l'ensemble de la signalisation lumineuse de son camion d'intervention, neutralise autant qu'il peut le faire la zone indiquée, avec des cônes de chantier, et, enfin, s'approche. À moins d'1 mètre de lui, alors qu'il prend pied sur la voie rapide, et il est tout à coup saisi d'effroi. Ce n'est ni un animal écrasé, ni un colis perdu qu'il voit là, mais ce qui ressemble bien à un corps humain, allongé le long des glissières centrales séparatives de voies de circulation. Curieusement, le corps n'est pas posé en travers de la voie de circulation, mais plutôt dans le sens de la longueur, avec un léger angle. Des blessures très graves dues au passage des pneumatiques du véhicule sont certes apparentes, mais la tête non heurtée et intacte. En contact radio permanent avec le permanencier d'Abstrainte, il demande du renfort sur place, car il est seul là sur les lieux, ainsi que l'assistance des gendarmes du peloton autoroutier de Saint-Avold, territorialement compétents sur les lieux, ainsi que des sapeurs-pompiers et du SAMU. Sa première intuition, directement puisée dans l'expérience et les longues années de patrouille, tant nocturne que diurne, sur l'autoroute A4, où l'on voit de tout, lui disent que la victime est peut-être encore vivante. Très grièvement blessée, cela ne fait aucun doute, mais sans doute encore vivante. Ce qui était une nuit calme devient tout à coup une nuit d'angoisse. Sur la voie de droite, la voie rapide, vite neutralisée par les personnels de la Société d'exploitation de l'autoroute de l'Est. Les gendarmes procèdent aux premières constatations. Et derrière les lieux, même si la circulation est fluide à cette heure avancée de la nuit, un ralentissement se forme déjà. C'est normal, on passe de 2 voies de circulation à une seule voie sur plusieurs centaines de mètres. Beaucoup de poids lourds roulent de nuit. La vitesse de croisière était confortable de ce fait et là, subitement, tout est ralenti. Marie-Chantal Muroni est avisée aux premières lueurs de l'aube de l'accident de son fils, Anthony. Elle a invité à se rendre au plus vite à Ars-Lakenexy, dans la banlieue de Metz, au centre hospitalier Général Mercy, où son fils vient d'être transporté par les sapeurs-pompiers dans un état très grave. Et c'est l'incompréhension. Soutenue par son époux, cette mère ne comprend pas ce que son fils faisait à 2h30 du matin, seul et à pied sur l'autoroute, à 100 mètres à peine de la maison familiale. Sa voiture est là, devant la porte. Elle n'a pas bougé depuis hier soir. Ils en sont sûrs. Mais il n'est pas rentré. Son lit n'est pas défait. Et pour accroître encore les difficultés qui peuvent survenir, c'est à cet endroit précis que l'autoroute A4 absorbe par sa droite l'autoroute A320, nouvelle appellation de cette autoroute A32 jadis si chère aux gens du pays, mais hélas renommée en 1996. Ce petit bout d'autoroute tout juste 13 km et 700 mètres exactement, venant de la frontière allemande à Saarbrück, à la barrière de douane de la Brême d'Or, via les villes frontalières de Stiring-Wendel, Forbach et Fréming-Merlebach. C'est là, nous l'avons déjà dit plus haut, toute la particularité et la complexité de ce nœud autoroutier complexe, créé dans les années 1970, avec de multiples entrées et sorties en échangeurs et demi-échangeurs, greffés au ruban principal. Le tout en milieu urbain dense.
Aujourd'hui, nul doute que les architectes autoroutiers et les urbanistes ne concevraient plus de tels ouvrages. Mais souvenons-nous que c'était l'époque de la construction tout azimut, que la place était forcément contrainte et que le projet était d'importance nationale et régionale. Les gendarmes du peloton d'autoroute de Saint-Avold finissent leur constatation sur les lieux. Ils observent que lorsque le véhicule est passé sur lui, le jeune homme était allongé en travers de la route, les jambes vers la glissière longeant les bosquets et la tête vers la glissière centrale séparant les voies de circulation. Mais il note aussi qu'auparavant le corps avait été déplacé entre les barrières de sécurité centrales par le patrouilleur de la SANEF. Dès le début de leur investigation, les gendarmes s'orientent vers un accident de la circulation avec une victime très grièvement blessée. C'est là l'une des autres anomalies de cette tragique affaire. Ce n'est pas faire injure aux gendarmes de cette unité spécialisée en circulation routière que de dire que les enquêtes judiciaires ne sont pas leur priorité même si le magistrat de permanence du parquet de Sarreguemines, tenu informé des faits, le laisse curieusement poursuivre leur enquête préliminaire, sous la conduite d'un officier de police judiciaire. C'est ainsi, et la décision de ce magistrat est souveraine. Maître Thomas Ellenbrand, avocat pénaliste et ténor du barreau de Metz, le conseil dont la famille s'est rapidement adjointe les services, ne peut retenir son étonnement face aux gendarmes qui traitent les faits comme un classique accident de la circulation routière. Ce qui fait que le téléphone portable d'Anthony est remis à la mère dès le lendemain, le 8 mars 2020, sans même avoir été examiné en détail. Les caméras de vidéosurveillance installées sur cet axe autoroutier et l'échangeur complexe ne sont pas non plus analysés à temps par les gendarmes, ce qui est à minima un oubli, sinon une erreur de procédure. C'est dommage et c'est regrettable, car un jeune homme a perdu la vie, sans qu'on puisse donner d'explications exactes aux parents et proches. Il en est de même du corps d'Anthony, transporté à la morgue du centre hospitalier général de Metz-Mercy. Corps qui n'a pas été autopsié, aucune demande n'émanant du magistrat du parquet de Sarreguemines, ni des gendarmes du peloton d'autoroute de Saint-Avold. Un simple examen médical du corps a été effectué à son arrivée au centre hospitalier Meussin. Aujourd'hui, cela peut paraître succinct, pour ne pas dire anormal, pour une jeune victime décédée dans des circonstances non élucidées, si ce n'est a priori suspecte, de nuit et sur un axe autoroutier plutôt fréquenté. Le conseil de la famille appuie son argumentaire sur ces anomalies cumulées qui n'ont malheureusement pas permis de faire toute la lumière sur cette collision. Pour lui, il ne fait guère de doute qu'il y a eu, dès le départ, une erreur d'aiguillage. Erreur importante quand on mesure aujourd'hui les conséquences irrattrapables commises par le magistrat du parquet de Sarreguemines, en confiant la suite de cette enquête aux gendarmes du peloton d'autoroute de Saint-Avold, dont les personnels, aussi louables que soit leur travail au quotidien, n'ont pas eu les réflexes propres à une analyse criminelle des faits qu'ils constataient. Ne leur jetons pas la pierre, ce serait facile, mesquin et sans doute infondé. Cela a d'ailleurs été, avant une profonde refonte de la formation élémentaire et continue. Une certaine constante de nombre de personnels de la police et de la gendarmerie qui qualifiaient trop souvent les faits qu'ils constataient selon les appels initiaux qu'ils avaient reçus. Et là, on leur avait rapporté via le patrouilleur de la SANEF qu'il s'agissait d'un accident de la circulation routière. En effet, une fois sur place, les sapeurs-pompiers du centre secours principal de Fréming-Merlemac, venus en nombre sur l'autorité de l'officier de permanence et l'équipe médicale du SMUR, ont administré les premiers soins d'urgence à la victime et le médecin a demandé son évacuation urgente vers le centre hospitalier général de Metz,
doté de services aptes à recevoir des blessés polytraumatisés sévères. Le jour est levé maintenant sur toute la région. Les parents, terriblement inquiets et en proie à 1000 questions, sont au chevet de leur fils. Le pronostic vital de ce dernier est en effet très sévèrement engagé. Malheureusement, Anthony décédera à 10h du matin, d'une hémorragie massive, ses blessures ayant été irréversibles. Les médecins, malgré tous leurs efforts, n'ont pas pu le sauver. Le point qui interroge déjà les parents est le taux très élevé d'alcool mesuré dans le sang de leur fils. A priori, on parle de 2,7 grammes d'alcool par litre de sang, ce qui est un taux énorme, plus de 5 fois la valeur autorisée pour conduire. C'est la stupéfaction chez les parents, car si Anthony faisait la fête, comme nombre de jeunes gens de son âge et de sa génération, se rendre ivre à ce point n'était pas du tout dans ses habitudes, sûrement pas, affirme-t-il. C'est ce jour-là que les gendarmes enquêteurs du peloton d'autoroute de Saint-Avold, ceux-là même qui étaient déjà intervenus sur les lieux dans la nuit, procèdent à l'audition du conducteur qui est passé sur le corps d'Anthony, désolé pour cette phrase, et qui a donné l'alerte. Ce dernier n'est pas mis en cause et apparaît comme témoin assisté dans l'affaire du décès d'Anthony Muroni. Il n'est pas interrogé sur le fait qu'il ne se soit pas arrêté à hauteur d'une borne d'appel d'urgence, mais soit opportunément sorti de l'autoroute A4, quelques centaines de mètres après la collision. Et s'il n'y avait pas eu de sortie à cet endroit-là, qu'aurait-il fait ? C'est la question que tout à chacun pourrait astucieusement se poser. Car la prochaine sortie, s'agissant de celle de Saint-Avold et du péage, est loin des lieux de l'accident. C'est pour le moins une réaction étrange. Selon le procureur de la République du tribunal judiciaire de Sarreguemines, les circonstances de l'accident sembleraient montrer qu'il n'est pas responsable de la mort d'Anthony, qui, rappelle-t-on douloureusement à la famille, n'avait rien à voir sur l'autoroute comme piéton. Au vu des premières constatations des gendarmes, le conducteur, qui n'était pas seul dans la voiture au moment des faits, est passé sur le corps alors que celui-ci était déjà allongé sur l'autoroute, sans qu'il n'ait été en mesure de l'apercevoir auparavant et ainsi l'éviter. Personne à bord n'a rien vu ni rien remarqué. L'audition de Stéphane, l'ami d'Anthony, a lieu également. Stéphane raconte leur soirée, donne des détails, révèle les appels successifs, voire intempestifs, d'Anthony à sa fiancée Sorina, restée à Milan, et son envie répétée, une jalousie maladive le travaillant, de se rendre dans la nuit même à Milan, peut-être pour éclaircir une embrouille ou obtenir des explications. Mais la crise du Covid planant dans tous les esprits et son travail, à la veille des soldes en Allemagne, complique bien sur la donne. Et l'alcool, qui a peut-être embrumé son cerveau, ne va pas l'aider à résoudre cette question. Doit-il, oui ou non, se rendre à Milan ? Mais, par respect pour lui et ses proches, laissons la vie privée de ce jeune garçon. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas parti à Milan. On a bien rapporté qu'il aurait même été tenté de faire du stop sur l'autoroute pour se rendre à tout prix à Milan. Mais pour tout le monde, ça ne colle pas. L'heure avancée de la nuit, le sens de marche, l'incongruité même d'une telle démarche hasardeuse, le manque total d'habitude d'Anthony de faire du stop, l'absence de papier et d'argent sans doute, ne plaident pas du tout pour cette hypothèse. C'est le jour des obsèques d'Anthony. Le corps a été restitué à la famille, inconsolable et meurtri à jamais.
Il y a foule ce vendredi à 14h30 sur les marches de l'église de Notre-Dame de la Nativité de Fréming-Merlebach pour rendre un dernier hommage aux fils, neveux, cousins, amis, proches et l'accompagner ensuite à sa dernière demeure au cimetière de la commune. L'enquête préliminaire restait finalement aux mains des gendarmes du peloton autoroutier de Saint-Avold s'est enlisée doucement dans le temps, sans apporter d'éléments nouveaux et significatifs. Car sans réflexe spontané d'enquête criminelle, les investigations judiciaires n'ont pas été menées à terme, voire pas du tout. Disons à tout le monde que ce genre d'enquête judiciaire plutôt complexe et ténue n'est pas très courante pour ce genre d'unité de gendarmerie, plutôt spécialisée dans la circulation routière, la lutte contre les abus des transports nationaux et internationaux, l'accidentologie, la vitesse, l'alcool au volant. Une fois close, elle est logiquement transmise au procureur de la République de Sarreguemines, Olivier Clady, au mois de juillet 2020. Le magistrat décide alors d'ouvrir une information judiciaire pour homicide involontaire commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur et, de ce fait, désigne un juge d'instruction de son parquet. Maître Hellerbrand aurait souhaité que le dossier, en l'état, soit transmis par le parquet de Sarreguemines au parquet de Metz, où existe un pôle criminel. Mais rien n'y fait, les requêtes n'aboutissent pas et l'affaire restera donc à Sarreguemines. Et là nous comprenons que l'avocat de la famille tempête encore. Cette enquête, sur commission rogatoire du juge d'instruction du parquet de Sarreguemines, nommé va être confiée au personnel du commissariat de police de Fréming-Merlebach. Une fois de plus, ce n'est nullement faire injure à ces fonctionnaires de police qui gèrent parfaitement le quotidien d'un bassin de vie de plus de 30 000 habitants que de dire que cette enquête n'est pas non plus leur préoccupation quotidienne. Mais soucieux de leur hiérarchie et du parquet qui les saisit, ils vont faire le job. Étrangement, plusieurs services spécialisés dans la menée et la poursuite d'enquêtes judiciaires existent dans la région, notamment au sein de la police ou de la gendarmerie, comme la brigade des recherches et de la compagnie de gendarmerie de Forbach, la section de recherche de la gendarmerie à Metz, pour ne citer que celle-ci. Mais là, une fois encore, la décision du magistrat n'appelle, bien entendu, aucune remarque de notre part. Marie-Chantal et Fabien, les parents d'Anthony. Jean-Marc Stanik, l'oncle d'Anthony du côté de sa mère. Gun, sa tante, et tous les proches et amis du jeune homme ont décidé en ce dimanche d'organiser une marche blanche. Chez eux, dans la petite commune de Betting, et au départ de la mairie de la ville voisine de Fréming-Merlebach, pour se rendre au cimetière Saint-Nicolas, 1 kilomètre plus loin, et se recueillir devant la tombe d'Anthony. Afin qu'on n'oublie pas Anthony et qu'on sache enfin la vérité, disent-ils. La juge d'instruction, constatant l'absence criante d'autopsie de la victime au moment de son décès et dans des conditions qui apparaissent maintenant comme suspectes, ordonne l'exhumation du corps du jeune homme et la pratique d'une autopsie détaillée en vue de rechercher avec soin les causes de la mort et les circonstances du drame. Si cela n'est jamais agréable, cela va quand même dans le sens des démarches formulées par le conseil des parents. Comprendre de quelle façon il est arrivé là, sur le bitume, car il y a de fortes probabilités pour qu'il ait été déposé là
par quelqu'un. Car Marie-Chantal et Fabien, les parents d'Anthony, dévastés par la perte de ce fils unique, rongés par le chagrin qui vit, insidieusement, en eux et avec eux depuis le 7 mars dernier, se posent légitimement plusieurs questions. Revenons juste un instant sur quelques conclusions du médecin légiste. Le médecin légiste est formel, de précieuses minutes ont été perdues. Lors d'un polytraumatisme, la montre compte beaucoup et une prise en charge très rapide lui apporte beaucoup plus de chances que si on commence la réanimation 1 heure plus tard, lorsque les lésions auront évolué et occasionné des dégâts qui sont parfois irréversibles, comme c'est le cas. Les lésions qui ont occasionné le décès sont des lésions qui sont survenues alors que le corps était allongé. Ça commence au niveau de la cuisse gauche, avec des fractures complexes du fémur, et puis du bassin, et puis des côtes, et des lésions thoraciques qui y sont associées. Tout indique donc à l'autopsie qu'Anthony n'a pas été renversé par une voiture, mais écrasé alors qu'il était déjà allongé sur la route. Revenons donc sur les questions que ses parents se posent. Pourquoi Anthony, une fois de retour chez lui et déposé par Stéphane, son meilleur ami, n'a-t-il pas tout simplement sonné à la porte d'entrée de l'habitation principale ? C'est déjà arrivé de par le passé, et les parents avaient alors ouvert. C'est resté une énigme. À qui Anthony téléphonait-il longuement cette nuit-là ? Une fois déposé chez lui, et un peu après en marchant à pied vers un hôtel et le centre-bourg de Betting. On sait que ce n'est pas tout le temps à sa fiancée, restée à Milan, et qui a été contactée. Comment Anthony, en état d'ébriété manifeste, et titubant légèrement, a-t-il pu franchir, sans aucune aide, le portail surélevé, haut de 2,50 m, de la petite voie d'accès de service à l'autoroute A4. Là, nous savons que le large portail pivotant de cet accès de service était bien verrouillé et bien fermé. Il n'y a pas de dégâts non plus au portail lui-même ou au grillage alentour. Pourquoi les chaussures et plus généralement les vêtements, comme le pantalon ou le manteau en cachemire très délicat que portait Anthony, cette nuit-là, ne portaient aucune trace de salissure, de feuilles mortes, de boue. Pourtant, quelques jours auparavant, il avait plu. Donc, s'il était passé vraiment par ce chemin de terre qui amène à l'autoroute, il aurait eu les chaussures pleines de terre. C'est évident, mais cela n'a pas été le cas. Dès le lendemain, les lieux ont été examinés avec soin par le père d'Anthony, qui a noté toutes ces irrégularités. Cette voie d'accès n'est, en fait, utilisée que ponctuellement et n'est pas nettoyée. La mère d'Anthony est persuadée que s'il était malgré tout passé par là, on aurait retrouvé des filaments de son manteau en cachemire. C'est une évidence pour elle. Pourquoi Anthony était-il couché de tout son long sur le bitume, en voie rapide de l'autoroute ? C'est incompréhensible aux yeux de tous. Il était ivre, soit, et titubé, soit, mais malgré tous ses handicaps, il a bien dû voir au loin les feux des camions et les voitures venant vers lui avant de s'engager malgré tout à pied sur cet axe autoroutier qu'il connaissait de surcroît. Car nous savons qu'il n'a pas été heurté debout. Les lésions auraient été tout autres, mais qu'il s'est littéralement fait rouler dessus. Excusez-moi pour l'expression. Pourquoi a-t-on longuement, de façon peut-être insistante, pensé qu'Anthony avait mis fin à ses jours ? Pour Marie-Chantal et Fabien, les parents d'Anthony et leurs conseils, cette hypothèse qu'on est certes en droit d'évoquer, ne serait-ce qu'un instant,
dans toute affaire criminelle ne tient cependant pas ici, dans le cas de leur fils. Il était en couple avec Sorina, son amie italienne. Ils se voyaient assez régulièrement. Il était amoureux et il envisageait peut-être un jour d'être papa. Et ses affaires étaient florissantes. Il adorait par-dessus tout son travail. Il aimait aussi par-dessus tout ses parents. Il s'entendait très bien avec eux. À la réflexion, on est à 100 lieues d'un homme dépressif ou acculé. Pourquoi Stéphane, son ami, son meilleur ami en fait, n'est-il pas rentré aussitôt chez lui cette nuit-là? Mais serait-il reparti en goguette avec d'autres amis? Nous touchons ici le domaine strict de la vie privée de chacun, mais il eût été intéressant pour l'enquête et uniquement dans ce but-là, de le savoir et de vérifier les informations fournies, ainsi que la géolocalisation de sa voiture et ou de son téléphone portable. Qui étaient tous ces amis d'un soir avec qui Anthony et Stéphane, son ami, avaient consommé sans doute plus que de raison et, surtout, plus que d'habitude? Aucune information crédible et fiable n'a pu être recueillie à ce sujet. Si on est loin d'imaginer un lieu de causalité avec la mort d'Anthony, ce serait en effet gravement accusateur. Il eût peut-être été opportun de le vérifier aussi. Pourquoi le manteau du jeune homme, vêtement avec lequel il est arrivé au centre hospitalier général de Metz-Mercy, à bord d'une ambulance des sapeurs-pompiers, n'a-t-il pas été remis à la famille, après le décès? Le manteau, vêtement précieux, ne l'oublions pas, ne semble même pas avoir été inventorié alors que cela fait pourtant partie d'un protocole précis et rigoureux des services des urgences de tous les hôpitaux. Le conseil de la famille le regrette amèrement, car selon lui, il est raisonnable de penser qu'on aurait pu y retrouver des traces ADN. Il faut savoir que le manteau ainsi que beaucoup de ses vêtements ont été jetés. Pourquoi la tête d'Anthony, qui a pourtant heurté le bitume, ne présente-t-elle aucune trace suspecte, sauf une à l'arrière pour laquelle on n'a pas d'explication médicale ou scientifique? Seulement, dans la position supposée, sa tête aurait logiquement dû exploser avec le choc. Or, elle n'a pas une égratignure. L'avocat est formel quand il affirme que les blessures et la façon dont le corps d'Anthony a été découvert ne sont pas compatibles avec la situation qu'on leur énonce et à laquelle on souhaite qu'ils adhèrent. En même temps que le manteau d'Anthony, une forte somme d'argent a disparu, au même moment et peut-être au même endroit, dans les effets qu'Anthony avait sur lui. Sur les 1000 € qu'Anthony avait emportés ce soir-là, on ne rendra que 25 € aux parents éplorés. Personne, ni les gendarmes, ni les sapeurs-pompiers, ni les personnels de la SANEF, primo-intervenants, ni non plus les soignants du centre hospitalier Meussin, ultime intervenant, n'ont, là sur ce sujet précis, de réponse à apporter. Et en dernier lieu, pourquoi la demande du conseil de la famille et des parents d'Anthony d'obtenir une reconstitution sur les lieux mêmes n'a-t-elle pas été reçue par la magistrate instructrice? Le parquet dira que c'eût été trop compliqué d'interrompre la circulation sur cet axe pendant plusieurs heures au moins. Même si le conseil avait demandé que cela soit réalisé dans les mêmes tranches horaires que le jour des faits, soit à 2 heures du matin, là où précisément la circulation est très faible. Nous sommes à la veille de la date d'anniversaire d'Anthony.
Demain, il aurait eu 34 ans. Et cela aurait dû être un beau jour. D'autant que c'est aussi le jour de la Saint-Valentin. Mais voilà, presque un an qu'Anthony a disparu, tragiquement percuté sur l'autoroute A4, dans ces circonstances toujours pas établies avec certitude. Pour honorer sa mémoire, un lâcher de ballon a eu lieu à Betting, la petite commune où il résidait et où résident encore ses parents. Une 60aine de personnes sont là, lâchant plus de 130 ballons blancs. Ces cérémonies vont se perpétuer dans le temps. Dans l'incapacité de faire leur deuil, 3 ans après les faits, la famille et les proches d'Anthony se retrouvent tous au cimetière de Merlebach, devant la sépulture du jeune homme. Ils étaient rassemblés à la fois pour honorer sa mémoire, mais aussi pour montrer que, malgré tout, ils poursuivent le combat juridique qu'ils ont entamé il y a 3 ans déjà, pour que toute la lumière soit faite sur ce drame. Après le long temps du recueillement et le silence pensant qui s'abat sur ce cimetière, chacun dépose une rose blanche sur la tombe d'Anthony, en signe de souvenir. Marie-Chantal Muroni, qui n'a en fait jamais baissé les bras, saisit tous les médias. C'est le dernier recours des parents. Le groupe M6 entend sa requête et l'invite alors sur le plateau de l'émission Appel à témoins, animée par Julien Courbet. Elle sait l'audience de cette émission importante et tous ses espoirs résident alors dans le fait que quelqu'un a peut-être vu ou entendu quelque chose ou sait quelque chose. Effectivement, des témoignages sont recueillis, mais, hélas, aucun ne fera avancer significativement l'instruction judiciaire, qui est toujours en cours. L'enquête est désormais immobile et se voit menacée d'une ordonnance de non-lieu. Mais la famille d'Anthony continue de se battre, envers et contre tous, pour savoir ce qui s'est réellement passé lors de cette soirée du 7 mars 2020. En conclusion, nous pourrions simplement ajouter que plusieurs pistes restent encore à explorer. Anthony aurait eu un jardin secret et très personnel, jamais dévoilé en tout cas. Disons que c'était son droit personnel le plus absolu. Il aurait, au dire de certaines personnes et de sa fiancée italienne Sorina, peut-être connu et fréquenté d'autres jeunes femmes qu'elle à Milan. Là aussi, c'est tout à fait possible et rejaillit d'ailleurs ponctuellement dans certains échanges et certaines révélations. Et y a-t-il un lien avéré entre ce jardin secret et les conditions mystérieuses de sa mort ? Peu de gens raisonnables en sont sincèrement convaincus. Anthony aurait pu avoir un rendez-vous imprévu cette nuit-là, et inconnu de tous, sauf de lui. Soit amoureux, soit professionnel, après avoir été laissé là par son ami Stéphane. Là encore, c'est bien sûr possible et envisageable, mais plus difficilement crédible. Il ne mélangeait que très rarement plaisir de la vie et activité professionnelle. Et en plus, comme le dira ses parents, il était très prudent et très méfiant, surtout la nuit. Mais son téléphone n'a jamais été examiné avec soin par les enquêteurs, qu'ils soient gendarmes au départ puis policiers. Et pour finir, quelle était la nature des liens d'Anthony avec son ami de toujours Stéphane ? Sans nul doute était-il fort et constant.
ancien aussi et éprouvé comme une amitié fidèle et sans ombre, surtout quand Anthony était dans la région. Mais alors, pourquoi cet ami a-t-il été pris en grippe, invectivé, menacé de mort? Mais surtout, pourquoi Sorina, la fiancée d'Anthony, n'a jamais entendu parler de Stéphane? C'est la fin de cette abominable affaire, je n'ai pas d'autre mot. Je souhaite énormément de courage à sa famille et j'espère du fond du cœur qu'un jour ils sauront ce qui s'est passé cette nuit-là et qu'Anthony puisse reposer en paix. Pour ma part, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous.